La situation au Moyen-Orient, en Asie occidentale. Nous savons, d'après ce qui se passe concrètement sur place, près de l'Iran, que les États-Unis acheminent beaucoup d'armes dans la région pour combattre l'Iran. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est un renforcement militaire. Beaucoup d'armes là-bas. Et du côté iranien, si l'on regarde leur position, ils sont prêts. Ils sont totalement prêts. Ils ont enterré ces installations, recouverts de terre de nombreux sites sensibles en Iran. Ils sont prêts à affronter les États-Unis. Ceci est une partie de l'histoire. Une partie que les médias traditionnels essayent d'une certaine manière de nous imposer. Celle selon laquelle la guerre approche. Et toutes les preuves le montrent. Nous ne pouvons pas l'ignorer. D'un autre côté, nous avons eu le deuxième cycle de négociations après la guerre de 12 jours entre l'Iran et les États-Unis. Immédiatement après la réunion, l'évaluation des deux parties était plutôt positive. Puis, les États-Unis ont déclaré qu'ils n'étaient pas aussi optimistes quant aux résultats de la deuxième rencontre, de la deuxième négociation. Voici ce qui s'est passé. Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a parlé des discussions, du deuxième cycle de discussions, lors de sa dernière interview. Eh bien, je pense que les spéculations mentionnées ne sont pas vraies. Nous travaillons ensemble, maintenant ensemble. Les deux. Ils n'ont proposé aucune suspension, Pyongyang n'a pas demandé l'enrichissement zéro. Laissez-moi vous arrêter là, car cela a été rapporté. Je veux simplement être clair pour les personnes qui regardent l'émission et qui ont lu cela. Votre position, c'est que les États-Unis n'ont pas demandé une suspension permanente de l'enrichissement. C'est bien ce que vous me dites? Oui, ce dont nous parlons maintenant, c'est de la manière de garantir que le programme nucléaire de l'Iran, y compris l'enrichissement, soit pacifique et le reste pour toujours. Votre évaluation, Alastair. Mon évaluation, en gros, c'est que nous ne devrions pas accorder trop d'attention à ce que les gens disent, qu'il s'agisse des Iraniens ou des Américains, car nous sommes manifestement proches d'une guerre. Nous allons donc être submergés par des tentatives de préparation psychologique et physique à cela. Dans ce contexte, les gens vont dire des choses, qu'ils les pensent ou non. Je ne dis pas cela comme une critique. Je dis que c'est un fait notable. C'est une période reconnue où l'on commence à préparer le terrain, à préparer les esprits dans les deux camps à ce qui est en train de se passer. Et l'Iran, bien sûr, se prépare psychologiquement. Non seulement cela, mais il prépare aussi son propre peuple à suggérer que tout ce qui était possible a été fait pour éviter la guerre. Et bien sûr, ce n'est pas en le pouvoir d'Araghchi d'éviter la guerre, car tout dépend en réalité du caprice d'un homme imprévisible. Mais pas seulement de lui, car au bout du compte, il s'agit aussi de l'autre homme dans cette affaire, à savoir Netanyahou, ainsi que de ses auxiliaires et amis en Amérique et des donateurs qui, comme on le voit très clairement, poussent très très fort vers un mur. Donc d'un côté, il faut calculer que Trump peut voir qu'il y a un danger ici. Je pense que tout le monde sent qu'il hésite. Et il s'est lui-même pris au piège, un piège que Netanyahou lui a tendu le 28 décembre, lorsqu'il l'a convaincu que la question essentielle n'était pas celle du nucléaire. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ce discours trop au sérieux, car c'est Netanyahou lui-même qui disait alors à Trump, et nous l'avons lu dans la presse hébraïque, qu'ils en avaient donné un compte-rendu, et il en a donné un autre dimanche soir dernier. Il disait à Trump, « Ce qui compte maintenant, ce sont les missiles balistiques. » Il a ajouté, « Voyez,
La question nucléaire n'est plus si importante, car il y a eu un tel changement dans le développement des missiles que le nucléaire n'a plus vraiment la même importance. Ce sont les autres missiles qui comptent, les nouveaux missiles qui comptent. Et la question nucléaire n'est pas le tout et la fin du problème avec l'Iran. Non, ce sont d'abord les missiles balistiques, puis les supplétifs de l'Iran, comme ils les appellent, le Hezbollah, les Yéménites, ainsi que le Hamas et d'autres, tout cela. Ensuite vient la question nucléaire. Et il a averti Trump très soigneusement à l'époque, en disant « Vous savez, nous n'accepterons pas un accord nucléaire bâclé, nous n'allons pas tolérer un compromis. Et je peux vous dire, Monsieur Trump, que si vous faites cela, nous nous opposerons à vous. Nous n'approuverons pas votre compromis. En fait, nous pourrions même nous y opposer publiquement. Maintenant, nous n'avons pas exactement de droit de veto aux États-Unis, mais vous savez, la droite américaine se tourne en réalité vers Israël sur ces questions et s'en inspire. Et si vous n'acceptez pas cela, alors nous nous réservons le droit d'agir seuls. Et si nous agissons seuls, voyons si vous parvenez à rester en dehors de la guerre. Vous n'y arriverez pas, vous serez entraîné dans la guerre, mais de manière désorganisée, non pas de façon coopérative, ce dont nous aurions besoin. Et donc, il a mis en garde en disant « Écoutez, si vous trouvez un compromis bancal, je vous refuserai le certificat Kasher ». Ils ont réellement employé ce terme, en disant que ça n'aurait pas, pour ainsi dire, de légitimité talmudique. Ce serait inacceptable, impur, et nous ne le soutiendrions pas. Voilà donc la discussion qui a eu lieu à l'époque, et ces termes, je ne pense pas qu'ils aient changé. Ces 4 lignes rouges, les lignes rouges d'Israël. La première, les missiles. La deuxième, les supplétifs. La troisième, l'enrichissement zéro et le démantèlement de toute l'infrastructure. Et la quatrième, le Hamas. Hamas doit être, c'est une partie, vous savez, du cadre de la paix. Hamas doit être complètement désarmé et déradicalisé dans ce processus. Ce sont donc les 4 exigences. Et je pense que ce que vous voyez dans ces discussions, tout d'abord, je pense qu'Arakchi le laissait entendre, mais il ne l'a pas vraiment dit. La raison pour laquelle les Américains n'ont pas dit « vous devez vous en tenir à zéro » ou « nous allons inclure les missiles balistiques », c'est que ces discussions, même dans ces derniers événements, portaient entièrement sur la négociation des négociations. Ce n'était pas encore le début des négociations. Il s'agissait de déterminer ce qui pourrait être inclus dans les discussions. Et pour les Iraniens, de dire ce qu'ils n'accepteraient pas dans ces discussions. Et c'est normal. Je veux dire, la première chose à faire, c'est, vous savez, établir le cadre, fixer les limites et déterminer comment vous allez gérer les discussions. Et donc, vous savez, les négociations n'ont même pas encore commencé. Nous ne savons pas quelle est la position américaine. En fait, ce que semble être la position américaine, d'après ce que nous pouvons voir, c'est que les Américains disent « vous faites des concessions sur la question nucléaire, et peut-être qu'ils reviendront plus tard sur les autres sujets. Mais vous faites des concessions sur la question nucléaire, et peut-être que nous réduirons la menace qui pèse sur vous. Nous atténuerons la menace. » Ce n'est pas du tout ce pourquoi l'Iran négocie. Ce que l'Iran cherche à obtenir, c'est la levée des droits de douane, des sanctions et de l'étranglement économique du pays. Pas quelque chose comme, vous savez, la flotte de navires naviguant à 500 km supplémentaires des côtes iraniennes. Puis ils disent, vous voyez, nous l'avons fait. Maintenant, vous devez faire plus de concessions sur la question nucléaire. Je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas si cela a été formulé en termes vraiment officiels. Trump a certainement laissé entendre, enfin plus que laissé entendre, qu'ils doivent faire des concessions et qu'alors, peut-être, nous lèverons la menace.
En fait, ce qu'il dit plus récemment, c'est que, vous savez, peut-être qu'on leur donnera d'abord un avant-goût de menaces militaires pour les inciter à faire de plus grandes concessions ensuite. Cela ne fonctionnera pas pour l'Iran. This won't work for Iran. Iran will not be able to accept. L'Iran ne pourra absolument pas accepter cette approche, surtout parce qu'ils savent que ces éléments supplémentaires, les missiles balistiques, en font partie. Je veux dire, c'est un secret pour personne. Trump le répète depuis le début. Des missiles. Des missiles. Et c'est ce que Netanyahou lui a dit le 20. Il a dit, vous savez, c'est pas seulement qu'ils s'améliorent, ni qu'ils reconstituent leur stock de missiles. C'est qu'ils créent un paradigme complètement nouveau de missiles. Un nouveau système global de défense par missile. C'est une nouvelle réflexion, une nouvelle stratégie, pas simplement un retour à l'ancienne. Il leur a dit très clairement que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, car l'effet net de cette structure de missiles que l'Iran construit à travers tout le pays signifie qu'à une date ultérieure, s'il devait se diriger vers une arme nucléaire, nous ne pourrions rien y faire. La fenêtre serait fermée, le parapluie serait en place. Donc, vous savez, c'est l'autre aspect. Nous continuons d'en parler comme si tout cela n'était qu'un caprice de Trump, mais il y a plusieurs autres niveaux à cela. C'est, si vous voulez, en fin de compte, la décision de Trump, ce qui en soi est un événement extraordinaire. Je veux dire, nous revenons en arrière. Je suis assis non loin de Rome, en vous regardant. Je veux dire, on revient à l'époque des empereurs romains. Vous savez, ce n'est pas Ali au gré des caprices d'un empereur. Va-t-il le faire? Ne va-t-il pas le faire? Avec Netanyahou, discrètement en arrière-plan, lui donnant ses instructions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Congrès n'en débat pas. Il y a très peu de discussions à ce sujet, comme je vous le disais juste avant que nous commencions. C'est presque comme si rien n'allait se passer, ou que rien n'était en cours. Les gens marchent en dormant en Europe et en Amérique. Oui, ils voient qu'il y a beaucoup de navires qui partent pour le Moyen-Orient, mais cela ne nous concerne pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils pensent. Mais bien sûr, il pourrait avoir une très grosse surprise qui les attend, une surprise désagréable, à cause de leur sorte de nonchalance face à ce qui se passe. Donc c'est, je veux dire, vraiment l'essence de ce à quoi Trump est confronté. Il fait véritablement face à un dilemme. Ce qu'il voulait idéalement faire, c'était, vous savez, une opération rapide en Iran. Une opération rapide qui pourrait être présentée comme une punition infligée à l'Iran pour son massacre des manifestants. Massacre entre guillemets, car nous savons tous à quel point tout cela relève de la propagande. Et la propagande bat également son plein en Europe. Je veux dire, c'est vraiment, vous savez, à un niveau d'intensité extrême. On lit dans les journaux occidentaux qu'en Iran, les manifestants ont été fauchés à la mitrailleuse, que des milliers de personnes ont été tuées, que ce fut un massacre. Et beaucoup de gens en Amérique et en Europe le croient désormais. Les récits sont devenus quelque chose qu'il est presque impossible de corriger ou de déplacer. En fait, on perd plus ou moins son temps à essayer de rectifier ce genre de récit, car il est maintenant profondément ancré. Et vous savez, la première chose que les gens disent, c'est « Oh, les manifestants, comment ils ont été tués ?» et ainsi de suite. Donc c'est un autre aspect de la question. Mais c'est aussi une guerre plus vaste. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran et de ses missiles balistiques. Il s'agit aussi de la Russie. Il s'agit de la Chine. Il s'agit des BRICS. Et il s'agit de la détermination de l'Amérique à dominer le secteur de l'énergie, à dominer, si l'on veut, les couloirs, les voies, les passages maritimes des navires. Et si l'on veut, à imposer un siège non seulement à l'Iran, mais aussi à la Russie et à la Chine,
puisqu'ils ont militarisé de nombreuses îles proches de la Chine. Et chaque jour, on voit des rapports de navires saisis, même pas des pétroliers. Je crois que ce sont, n'est-ce pas, les Danois qui viennent de saisir un porte-conteneur iranien à cause, de problèmes d'immatriculation. Il venait de Saint-Pétersbourg ou quelque chose comme ça. Et donc, je veux dire, c'est une guerre plus vaste. Et c'est une guerre qui concerne, si l'on veut, le pouvoir d'Israël de déterminer, de fixer et de dominer l'avenir de l'Asie occidentale, ainsi que le pouvoir de ceux de l'Occident, de la Russie et de la Chine de s'opposer, si l'on veut, à la domination totale de l'Asie occidentale par tous les moyens possibles. By whatever way is possible. Vous avez mentionné que le deuxième cycle de négociations portait sur la définition du cadre des discussions entre les deux parties. Et nous savons, d'après ce qui s'est passé en Syrie, que l'Iran ne contrôle pas le Hamas ni le Hezbollah. Ils ne sont pas entièrement responsables de chaque décision prise de leur côté. Ils les soutiennent, mais ils ne dirigent pas toute l'administration. L'ensemble du groupe, si l'on veut les appeler ainsi, ou une sorte de force, comme dans le cas du Hamas. Nous savons, du côté iranien, qu'à la suite du 7 octobre, les Iraniens ont déclaré que 2 jours, ou le jour même, après l'attaque, l'Iran et les États-Unis devaient négocier, discuter. L'Iran ne savait pas que le 7 octobre allait se produire. C'est pourquoi je ne vois pas comment l'Iran pourrait faire quoi que ce soit pour convaincre le Hamas de se désarmer. C'est une diepturus de paix, illusoire, si les gens croient vraiment on est capable. No, they don't understand. Ils ne comprennent pas la relation. Et ils ne comprennent pas que, dans une certaine mesure, bien sûr, il existe un sentiment de communauté. Je veux dire, le Hamas, bien sûr, n'en fait pas partie. Mais pour les Yéménites, pour le Hezbollah, oui, cela en fait partie. Et pour les Irakiens en particulier, ils estiment que ce n'est pas seulement l'Iran, mais le chiisme lui-même qui est menacé, comme il l'a été au fil des siècles, comme il a été éliminé. Après tout, le chiisme, sous une forme ou une autre, dominait l'Asie occidentale il y a de nombreux siècles et a été lentement réduit et érodé. Mais même aujourd'hui, si l'on y regarde de plus près, personne ne dispose de statistiques exactes à ce sujet, car personne ne voudrait les obtenir. Mais probablement, environ la moitié de l'Asie de l'Ouest est chiite, d'une manière ou d'une autre. Mais je veux dire, ton point est tout à fait juste. En ce qui concerne les Houthis, ils sont chiites zaïdites et non chiites duodécimains, donc ils ne reçoivent pas d'instructions de l'Iran. Demander à l'Iran de rompre ses liens avec le Hezbollah est tout simplement absurde, car on ne comprend pas que c'est en réalité à partir des maisons et des institutions du sud du Liban que l'État safavide a été construit. Ce sont des familles et, si l'on veut, des intellectuels et des universitaires libanais qui, il y a 500 ans, ont créé l'État safavide. 500 years ago created the Safavid state. They literally were transposed. Ils ont littéralement été transposés en Iran pour créer l'État et ses structures. Vous savez, ce sont le genre de choses qu'on ne peut pas simplement couper. Je veux dire, ils sont organiquement liés à l'Iran. Mais cela ne veut pas dire que le Hezbollah reçoit des ordres de l'Iran. En fait, comme j'ai passé beaucoup de temps, d'une manière ou d'une autre, à discuter ou à traiter avec le Hezbollah, je dirais, et c'était certainement le cas à l'époque de Saïd Hassan Nasrallah, que c'était plutôt Téhéran qui écoutait Saïd Hassan que Hassan qui recevait des ordres de Téhéran. Les choses étaient bien plus complexes. Mais toute cette complexité est mise de côté et réduite de manière spectaculaire à un récit simple, répété encore et encore. Vous savez, l'Iran est la tête du serpent. Et si nous coupons la tête du serpent, alors tous ces autres éléments disparaîtraient soudainement et Israël redeviendrait, comment Lindsey Graham l'a-t-il appelé, membre de la communauté des nations. Vous savez, après la chute de son gouvernement, il deviendrait un allié proche d'Israël.
Alors qu'en réalité, ce que nous observons dans la région, c'est que nombre de ces États qui faisaient à l'origine partie des accords d'Abraham ou de la communauté des nations sont désormais devenus hostiles et antagonistes envers l'Iran. Hostile and antagonistic to Iran. They can't do much because of, their Ils ne peuvent pas faire grand-chose à cause de leur situation. Mais je veux dire, c'est assez frappant, si l'on veut, le type de guerre qui se déroule aujourd'hui entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, et les Saoudiens qualifiant les Émirats, si l'on veut, de cheval de Troie d'Israël. Je veux dire, les choses ont beaucoup changé. Et bien sûr, nous savons ce qui se passe en Irak. Les gens du Hashad, Sistani, le grand ayatollah Sistani, je crois qu'il a déjà déclaré que si le guide suprême était attaqué ou tué, il émettrait une fatwa appelant au djihad mondial contre l'Amérique et Israël. Et les Irakiens se préparent à un grand conflit. Et d'autres dans la région aussi, parce que, vous savez, regardez Bahreïn. Look at Bahrain. 80% de chiites ou quelque chose comme ça. Even Saudi Arabia has a sizable Shia proportion. Même l'Arabie saoudite compte une importante population chiite. Donc je veux dire, vous savez, c'est bien plus complexe, mais tout est réduit à ce genre de récit. Coupez la tête du serpent et tout changera. Bien sûr, cette simplification excessive fonctionne à des fins de propagande, mais elle n'aide pas vraiment à comprendre la réalité de ce qui se passe. The reality of what is taking place.